C'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h. Et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h, rediffusée à 20h sur Bismart TV. Émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition ce soir, des marchés qui restent dans une logique de consolidation à plat. On le voit en Europe cet après-midi avec une séance très parlante qui reflète bien l'ambiance du moment, l'absence de prise de risque, l'hésitation qui domine et la volatilité des marchés actions qui continue de s'écraser. Le VIX était déjà à des niveaux relativement faibles et depuis quelques jours, on voit une détente à nouveau des mesures de volatilité sur les marchés actions au point que le VIX est passé non seulement sous les 15 mais peut-être en train de passer sous le niveau de 14 qui est un niveau qu'on n'a pas vu depuis longtemps. À ce niveau de volatilité ou d'absence de volatilité qui est un indicateur de stress quand même, on le rappelle, sur le marché. Difficile de parler de pessimisme, on est plutôt dans l'idée d'une forme d'optimisme, voire peut-être de complaisance par rapport aux niveaux de prix qui sont atteints aujourd'hui sur les marchés actions. C'est la question qu'on posera à nos invités de Planète Marché dans un instant. Nous consacrerons encore quelques minutes et plus encore au thème de l'IA générative qui perturbe ou qui bouleverse un petit peu la logique de marché aujourd'hui. En tout cas, c'est un thème qui est devenu une obsession pour les investisseurs qui regardent chaque dossier, chaque secteur à l'aune des bouleversements que va générer l'implémentation, l'arrivée de l'IA générative dans différents métiers, dans différents secteurs d'activité avec un essor qui pourrait être encore accéléré par rapport au phénomène d'adoption des technologies qu'on a pu connaître dans le passé plus ou moins récent. Discussion à suivre là aussi avec nos invités en plateau. Et puis dans le dernier quart d'heure, le quart d'heure thématique, nous ferons un premier bilan de la saison des assemblées générales qui commence à toucher à sa fin. Quelques AG auront lieu encore évidemment dans les prochains jours, les prochaines semaines. L'idée étant de faire le point sur le niveau d'engagement qu'on peut retrouver aujourd'hui chez les investisseurs, chez les groupes d'investisseurs sur des sujets évidemment bien identifiés autour du climat, mais pas uniquement. L'activisme et la démocratie actionnariale, ce sera le sujet de notre quart d'heure thématique à partir de 17h45 avec la présidente fondatrice de Médicis, Anne-Cécile Gaillard, qui sera avec nous en plateau. Mais d'abord, tendance mon ami, chaque soir à 17h en ouverture d'émission, les infos clés de marché avec vous, Alix Nguyen, et des séances qui se suivent et se ressemblent avec une absence de tendance ou une hésitation majeure chez les investisseurs, notamment vis-à-vis des marchés actions. Oui, pour l'heure, l'indice digère la décision monétaire de la Banque du Canada. Elle est tombée à 16h et elle surprend. Le resserrement monétaire reprend. Pour rappel, la Banque centrale était en attente depuis janvier. Elle relève le taux directeur de 25 points de base pour le porter à 4,75%, soit le plus haut taux en 22 ans. Avant cette annonce, la déception s'est fait sentir sur les marchés européens suite aux derniers chiffres concernant la production industrielle en Allemagne pour le mois d'avril. Elle a un peu moins augmenté que prévu, avec une hausse de 0,3%. Et puis aux États-Unis, on notera la baisse des actions des sociétés chinoises cotées à Wall Street après les données décevantes concernant le commerce extérieur chinois. Et oui, Alibaba ou encore JD.com reculent. Selon les données des douanes chinoises publiées aujourd'hui, les exportations du pays se sont fortement contractées en mai de 7,5% sur un an. Les importations ont décliné plus lentement que prévu de 4,5% en rythme annuel. On remarque cependant que l'indice Stoxx des ressources de base est bien orienté. Ici, on mise sur l'espoir d'autres mesures de soutien économique en Chine. Le cuivre a atteint un pic d'un mois. À noter également que la Chine a demandé hier aux très grandes banques du pays de réduire leur taux de dépôt afin de stimuler l'économie. On retient aussi les nouvelles prévisions de l'OCDE. Elles indiquent une faiblesse prolongée de la croissance mondiale. Depuis plus de 10 ans, le potentiel de croissance n'a cessé de se dégrader. L'institution évoque une longue route avant une reprise durable. Et puis sur le marché des devises, c'est une journée particulière pour la livre turque qui connaît un véritable crack, on peut le dire, aujourd'hui.
Oui, 10 jours après la réélection de Recep Tayyip Erdogan, la livre turque perd énormément de terrain face à l'euro. Pour rappel, samedi, le président turc a nommé un nouveau ministre de l'économie, Mehmet Şimşek. Lors de sa prise de fonction dimanche, ce dernier a averti qu'il faudrait revenir, je cite, à des mesures rationnelles pour redresser l'économie. Et puis on notera également la surperformance de la bourse espagnole aujourd'hui, avec à Madrid la très belle progression de l'action Inditex. Oui, l'action Inditex bondit. Au premier trimestre, le propriétaire de la marque Zara a vu son bénéfice net bondir de 54% grâce au dynamisme de ses ventes. Il a permis de compenser l'impact de l'inflation sur ses coûts de production. Son concurrent H&M, qui publiera ses résultats le 15 juin, progresse également. Inditex tire le secteur de la distribution. Il signe la meilleure progression du stock 600. Et puis aux États-Unis, on note que Coinbase rebondit après un plongeon de 12% hier, suite aux poursuites judiciaires à son encontre lancées par la SEC. Ark Invest, la société de Cathie Wood, a annoncé avoir acheté plus de 400 000 actions de Coinbase. Tendance, mon ami, chaque soir, les infos clés de marché à 17h avec Alix Nguyen dans Smart Bourse sur Bismart. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Virginie Robert est avec nous, présidente de Constance Associés. Bonsoir Virginie. Bonsoir Grégoire. Merci d'être là. Merci à Sandra Servat d'être avec nous également. Bonsoir Sandra. Bonsoir Grégoire. Vous êtes directeur adjoint de la gestion sous mandat de Ports en Part. Et Hervé Guez à nos côtés également. Bonsoir Hervé. Ravi de vous retrouver. Vous êtes directeur des gestions de Mirova. Quelques commentaires sur la situation de marché. Sandra, je prends deux mesures pour montrer un peu l'ambiance du moment. Le S&P 500 est au plus haut depuis de nombreux mois, 20% au-dessus de ses points bas de fin d'année, d'octobre 2022, 4280-90 points. Et le VIX, lui, est au plus bas depuis peut-être des années maintenant, à moins de 15. L'indice qui mesure le niveau de la volatilité implicite du marché américain. Comment vous lisez cette situation ? Pas de pessimisme, non. Apparemment. Voilà. Moins, en tout cas, moins. Ça c'est dit. Ouais. Un SPI qui reprend effectivement des couleurs grâce au Nasdaq. Il n'y a pas de secret. Moi, c'est plutôt le Nasdaq qui m'a impressionné. On en reparlera. C'est la partie technologique du S&P 500 qui... Exactement. Intelligence artificielle. Ça y est, je l'ai placé, le mot. C'est parti. Mais voilà, moi, c'est plutôt le Nasdaq qui est assez impressionnant. On en reparlera, mais je pense que c'est une hausse qui est, à mon sens, saine, puisqu'elle est concentrée sur un petit nombre de valeurs avec de la donnée, du chiffre, des résultats. Donc un Nasdaq qui reprend des couleurs et surtout qui reprend sa surperformance versus le S&P. Ça faisait pratiquement un an que ce n'était pas le cas et depuis 20 ans que le Nasdaq était au-dessus. Donc tant mieux, très bien. Côté zone euro, puisqu'on va faire, je fais juste une petite picture marché pour avoir un petit peu en tête tout ça. L'Europe cale un petit peu après avoir fait un super début d'année, essentiellement par le luxe, qui est en train de consolider un petit peu. C'est normal, je pense qu'on devrait avoir encore des consolidations peut-être de 5-10%, crainte avec la Chine. On l'a vu, et Alex les donnait tout à l'heure, les chiffres sur l'exportation. Donc, on a aussi une reprise qui est un peu plus faiblarde en Chine, plus faiblarde qu'anticipée. Le consommateur chinois, de la même manière, ça a été booming sur les 3 premiers mois de l'année. Au mois d'avril, il y a eu notamment des enquêtes sur les intentions d'achat des millennials et les générations Z qui sont plus sur le tourisme, le loisir, le food et beverage, plutôt que sur des intentions d'achat de produits de luxe qui baissent d'à peu près 15%. Et puis, on a encore une fois les US qui ont été un formidable accélérateur de croissance l'année dernière. Notamment, ils sont venus consommer en plus en Europe pour bénéficier du change. On ne sait pas où on en est encore sur l'échiquier récessif aux États-Unis. Il faudra trancher, mais en tout cas, le marché a eu un peu peur avec des niveaux de valo un peu chers. Donc voilà, le CAC 40 est dans cette zone un peu de consolidation à plat. Il y a des chances pour que ça continue un petit peu. Et puis bon, la Chine, on en parlera peut-être aussi plus tard, mais... Ouais, pour l'instant, il y a visiblement mieux à faire que la Chine. Voilà, exactement. Enfin, jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi la hausse du Nasdaq vous paraît saine ? Le point est intéressant, effectivement, parce que et pas on constate. Peut-être. C'est-à-dire que c'est le débat. On constate tous qu'il y a une concentration de la performance de plus en plus importante, avec des écarts aussi entre différents segments de marché. L'écart entre le Nasdaq et le Russell 2000, par exemple, devient spectaculaire. Donc il y a quand même l'idée que tout le monde dans les marchés ne vit pas la même situation. Qu'est-ce qui vous fait dire que la hausse du Nasdaq est saine quand on voit qu'elle n'est portée que par 5, 6,
7 valeurs qui sont des méga caps, bien sûr, mais qui sont un groupe restreint quand même. J'ai voulu être provoque un peu en disant ça. La hausse des valeurs qui sont liées à l'AI, pour moi, est saine. Parce que le marché a fait déjà une hiérarchie. On a vu le rebond explosif d'NVIDIA, Microsoft, on est un petit peu en dessous, des Adobe, c'est un petit peu en dessous. Donc le marché a su hiérarchiser. Et aujourd'hui, ce qui progresse porté par l'AI, c'est essentiellement des valeurs pour lesquelles on a déjà des résultats. NVIDIA, c'est T2. C'est tout de suite. C'est rentré dans les comptes. C'est pas dans 10 ans. Exactement. Pareil pour d'autres entreprises. C'est le cas, encore une fois, pour une Microsoft, pour une Adobe, pour toute la chaîne, en fait, des semi-conducteurs. Donc, c'est là où je dis que c'est sain. C'est qu'en fait, on n'est pas allé comme la bulle .com à l'époque. On n'est pas allé. C'est pas que des promesses. C'est pas que des promesses. Le marché est peut-être dans l'anticipation de beaucoup de choses, mais il y a plus que des promesses déjà aujourd'hui. Voilà. Donc c'est là où je dis que c'est sain. En revanche, là où je m'interroge un petit peu, c'est sur toutes les 490 valeurs du S&P 500, est-ce que là, on n'a pas un potentiel de rattrapage? Et quand on regarde en fait le décalage entre les values américaines et la croissance américaine, on a des décalages qui sont quand même dingues. Donc pour moi, la hausse est saine. Et on devrait quand même avoir un rattrapage de tout le tissu industriel américain qui reprend un petit peu des couleurs. La partie énergie, de la même manière. Bon, la partie financière, un peu moins aux US qu'en Europe. Mais donc, il va y avoir un rééquilibrage. Mais pas forcément par une baisse forte des valeurs du Nasdaq. Ça peut être une réconciliation favorable, constructive. Alors, on va parler de l'IA, bien sûr, Virginie, mais sur la situation de marché, la Nasdaq versus Russell 2000, il y a deux mondes, mais une fracture béante aujourd'hui entre ces segments de marché, alors qui ne représentent pas du tout la même chose. Mais justement, le Russell 2000, c'est quand même 2000 sociétés américaines de taille moyenne, intermédiaire, qui sont le tissu économique des États-Unis. Oui, mais c'est probablement aussi ce tissu économique qui souffre plus, réellement. Parce que... On l'a dit, on ne sait pas où est-ce qu'on est dans le ralentissement de la croissance aux États-Unis. L'inflation, ça y est, ça se calme réellement. En tous les cas, on est sur un plateau. Il y a encore quelques sujets, quelques tensions, et notamment sur l'emploi pour certains segments, certains secteurs. Mais tout le reste, c'est bon. Il y a encore de sujets aussi dans le food, évidemment, des industriels qui n'ont pas encore revu leur politique de marge. C'est la même chose que chez nous. Il va falloir que ça intervienne. Mais je pense que... Non, mais d'abord, il y a eu un premier élément, parce qu'avant l'IA, il y a eu, je dirais, une baisse, mais complètement dramatique pour certaines valeurs l'année passée, dans le Nasdaq. Ah oui. On s'est retrouvé avec des valos, mais le méta, on aime ou on n'aime pas. Enfin, là, ça a été massacré. C'était value, vous me montriez les indices value et growth. Microsoft était dans les indices value à un moment. Il y avait des aberrations. Donc ça, il y a eu cette correction. À partir du moment où on s'est dit, on sort à peu près, je sais qu'on ne voulait pas forcément aborder le système des banquiers centraux, mais la hausse des taux, le cycle, bon, et on ne sait pas s'il est terminé, mais on a fait le plus gros du chemin. Donc il y a eu ce premier équilibrage et cette prise de conscience que là, il y avait quand même un décalage de valorisation. Il y a l'IA, alors ça a effectivement rajouté, et on dit que c'est les GAFA qu'on fait monter évidemment dans le SPI, mais dans le Nasdaq, il y a plein de valeurs qui sont plus haut. Puis il y en a d'autres où, dans la chaîne valeur de l'IA, c'est beaucoup de choses dans l'infrastructure. Parce que l'IA, c'est de l'infrastructure. Donc là, dans la chaîne de valeur, vous avez évidemment les chips, mais les assembleurs de chips. Et ensuite, il faut que les serveurs se parlent. Donc les switches, les serveurs. Et ensuite, le cloud. Donc le cloud. Ah, tiens, on vient, on croyait que c'était fini le cloud. Ben non, le cloud. OK. Et après, il y a effectivement tout le reste, le ruissellement. Donc ça irrigue. Non, mais voilà, il y a une irrigation partant des méga caps, ça irrigue un peu derrière quand même. Il faut reprendre toute cette chaîne de valeur, essayer de comprendre, et c'est complexe. Parce qu'il y a plein de sujets, et on parlait de la régulation. Et non, on n'en a pas parlé encore, entre nous. Mais là, le CEO d'Alphabet le disait très honnêtement, c'est tellement gros le sujet IA qu'on ne peut pas se permettre que ça ne soit pas régulé. Et ce qui est drôle, c'est qu'autrefois, quand il y avait des innovations technologiques, Silicon Valley, vous savez, l'adage, c'était bon, allez, on y va, et on ne demande pas la permission, on demandera le pardon. Mais à Far West, la nouvelle frontière. Et là, c'est fini. C'est aujourd'hui, on va demander, c'est les gros. L'état d'esprit du régulateur américain a changé. Exact. Et les GAFA sont
majeurs là-dedans, parce que c'est eux qui vont initier aussi les discussions. C'est pour mieux contrôler la régulation. Et pour mieux contrôler la régulation, parce que eux, certaines de leurs activités sont challengées aussi. Donc, vous voyez, c'est tout un ensemble de choses, et on n'est qu'au début. Donc, voilà. Et c'est donc c'est un vrai thème de marché. Ah oui. C'est pas, mais parce que des effets de mode qui peuvent être légitimes, qui emballent quelques valeurs un peu emblématiques. On en a connu. Et puis à un moment, ça fait pchit. Et puis les cimetières sont remplis de thématiques à la mode qui ne l'ont plus été ensuite. Non, je cite personne. Non, mais le métavers, par exemple. Non. Il y avait quelque chose de novateur peut-être, mais dans les cours de bourse, ça s'est pas retrouvé. Non. Blockchain, pareil, la technologie est complètement valable. Moi, encore une fois, je l'ai raconté 10 fois, mais je me souviens quelques années en arrière, en pleine séance, Carrefour qui publie un communiqué pour dire mais nous aussi on utilise la blockchain dans la chaîne logistique de Carrefour, c'est un outil qu'on utilise. Très bien, non mais voilà, heureusement, mais ça n'a pas changé le statut boursier de Carrefour, ça n'a pas changé le modèle d'affaires de Carrefour. Là, on a le pressentiment qu'il y a quelque chose d'un peu plus profond, peut-être. Oui, tout à fait. Donc c'est un thème. Bah oui, absolument. On peut le dire. C'est là pour durer. On part sur l'IA, du coup. Non, mais peut-être un mot. Alors sur les marchés, je veux bien qu'on redise un mot. Non, mais en fait, si on prend un peu de recul, effectivement, et tu mentionnais la baisse du VIX, et c'est probablement effectivement l'élément important, puisqu'on était dans une phase dans laquelle on avait une interrogation sur le scénario de sortie. C'est-à-dire inflation qui monte, vous inquiétez pas, ça va revenir très vite. Ah non, en fait, l'inflation part très fort, les banques centrales doivent monter très fort, mais si elles montent très fort, il faut en passer par une récession. Et donc on est monté sur ces histoires où finalement, comment on va sortir de cette zone-là, plus les transitions qu'on vit, créent beaucoup d'instabilité. Bon, là, le marché est en train de se dire, ça y est, c'est le mot qui revient à la mode, Goldilocks, en fait, tout a été super bien piloté, donc l'inflation commence à baisser, les taux vont encore remonter un peu, mais pas trop, donc ça ne va pas casser la récession, il n'y aura pas de récession, on va rester sur une croissance relativement saine, et donc c'est ça qui est en train de se passer, d'où le VIX qui baisse, et effectivement cet effet de consolidation, avec même potentiellement, si on est bien dans ce scénario, je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit, probablement du rattrapage encore à venir sur des valeurs qui sont encore en retard, si on est bien dans ce scénario. Donc un élargissement potentiel, effectivement, de la participation donc on va attendre la saison des résultats, mais voilà, probablement au-delà des résultats liés à l'IA qui ont été déjà vus, si on est bien sur ce scénario-là qui se matérialise, on a probablement une extension de multiples à attendre sur les secteurs classiques en Europe comme aux États-Unis de participation boursière. Voilà. Donc dans ces cas-là, qu'est-ce qu'il faut toujours avoir présence à l'esprit, c'est qu'est-ce qui peut se passer le risque qui fera pas ça. Bon, aujourd'hui, on a eu beaucoup la guerre en Ukraine d'un côté. On est quand même sur c'est dramatique, mais sur une stabilisation de la ligne de front. On a l'impression que ça bouge plus. Donc le marché n'écoute plus tellement ce qui se passe de ce côté-là. Donc peut-être à tort. Donc, mais qui sait, en tout cas, moi je sais pas. Et le scénario inflation passer le niveau de stabilisation, on a quand même encore je pense une incertitude là-dessus. Néanmoins, on apprend à vivre avec l'idée que peut-être ce ne sera pas 2% d'inflation, ce sera peut-être 3-4, mais finalement des taux à 3-4 avec des rendements réels, ça peut bien passer sans détruire l'économie. Voilà, donc je suis assez plutôt optimiste sur le marché en général. On va avoir besoin de cette phase de consolidation et d'attendre des résultats pour potentiellement reprendre un rebond hors choc exogène qui pourrait venir perturber c'est intéressant. Sur mais même le retour du Nasdaq par rapport à ces segments de marché qui, eux, alors je ne sais pas ce que le Russell 2000 ou ce que les indices de small cap intègrent, mais voilà, il y a quand même toute une partie du marché, comme vous le disiez, où les niveaux de valo, de PE sont quand même très déprimés et n'en sortent pas. Oui. Qu'est-ce qu'il y a il y a une part de la correction qui a été extrêmement forte, liée notamment à ce sujet, si les taux montrent très fort, donc les valeurs de croissance, il faut les valoriser autrement. Effectivement, ça a commencé à devenir extrêmement bizarre, puisque avant on achetait la croissance à l'infini sur des taux d'actualisation à zéro, et puis là on s'est mis à avoir des multiples de quasi-value sur des entreprises de croissance. Voilà. Donc, et aujourd'hui, les entreprises qui ont bénéficié de cet effet IA va transformer, ce sont des entreprises qui sont présentes sur
déjà beaucoup d'autres sujets qui sont rentables, qui ont des multiples de valorisation. Donc le fait que le Nasdaq reprenne des couleurs là-dedans, très bien. Et je pense qu'effectivement, sur le segment, notamment semi-européen, on est encore loin d'avoir vu les surcapacités. Donc je pense qu'il y a encore du potentiel là-dessus. Donc je ne retournerai pas ma veste sur le positionnement technologique. Après, ce que ça pose, je trouve, comme débat, mais qui n'est pas un débat marché, quoique, c'est encore un sujet américain, quoi. Ah si, donc, bien sûr que c'est un débat, un sujet marché. Non, mais ce que je veux dire, c'est voilà, on parle beaucoup de souveraineté européenne. La régulation, est-ce qu'elle va se faire par les GAFA ? Je ne sais pas si eux, ils s'auto-réguleront, mais en tout cas, ce qui serait bien, c'est que ce ne soit pas qu'un sujet d'autorégulation et que ce ne soit pas qu'un sujet de régulation européenne, mais que ce soit un sujet d'industrie européenne et de souveraineté européenne, comme ça devrait l'être. Voilà. Donc, on a raté quelques sujets. Peut-être, je suis naïf et c'est peut-être trop tard, mais on manque quand même d'une vraie politique industrielle de réflexion sur qu'est-ce que ça veut dire la souveraineté européenne sur un sujet majeur que peut devenir non plus simplement les technologies, mais l'IA en tant que telle. Voilà. Donc, je trouve l'Europe toujours très naïve là-dessus, et c'est un peu dommageable. Bon, ça pénalise pas la performance. Non, mais c'est plus un thème américain, voire peut-être asiatique aussi. Enfin, je veux dire. Oui, mais parce que la technologie et l'IA, elle existe aussi là-bas. Ne sont pas shareholder value oriented, donc il y a quelques sujets sur les valorisations des entreprises et de la régulation, mais en tout cas, ils ont un sujet de souveraineté et ils ont leur propre entreprise et ils ne laisseront pas les Américains faire l'IA en Chine. Et vice-versa. Vice-versa. Oui. En Europe, on ne sait pas trop. On se dit on n'est ni pro-américain ni pro-chinois, mais mais on est surtout où est-ce qu'on est pro-européen et quelle est l'industrie européenne qu'on doit développer. C'est un peu ça qui ça rajoute une dimension, effectivement, à cette question de la souveraineté. Me semble-t-il. Oui. D'ailleurs, est-ce que c'est un thème tech essentiellement, et même hard tech aujourd'hui, c'est-à-dire la partie infrastructure, semi-conducteurs, etc., ou est-ce que ce thème de l'IA, il s'élargit déjà à un univers non tech, d'une certaine manière ? L'IA ne va pas être réservée à des entreprises de technologie. Enfin, tout le monde, dans les usages quotidiens, l'organisation du travail, de la chaîne de travail, du workflow, comme on dit, va être bouleversée de partout, potentiellement. Oui, tout à fait. Mais ce que disait Virginie tout à l'heure, c'est que ça va prendre du temps. On n'est vraiment qu'au début. Donc, pour l'instant, le marché se focalise sur ce que je disais tout à l'heure. Le plus évident. Voilà. Première étape, qui va produire les semi-conducteurs. Voilà, c'est assez basique. En revanche, ça prendra du temps, mais on parle beaucoup de gains de productivité, d'efficience, etc. On a déjà des macroéconomistes qui essayent de chiffrer en fonction des secteurs, des pourcentages de gains de productivité de l'ordre de... En moyenne, ce serait 1% par an dès l'application, mais quels que soient les services, en essayant de regarder quel pourrait être l'impact et la proportion des coûts salariaux sur le chiffre d'affaires, etc. Donc on commence déjà à avoir des chiffres, mais c'est le début. Avant d'arriver à tout ça, il va falloir investir, donc suivre tous les CAPEX, voir un petit peu comment les entreprises arrivent à suivre ou pas. Et il faudra du temps avant de voir des chiffres réels, en tout cas pour les économies, enfin les industries, autres que la partie technologique qui de toute façon est au charbon dès maintenant. Après, il y a un autre spectre où le marché se dit qui sont les perdants. Généralement, c'est très binaire. Qui va gagner, qui va perdre. Bon, même les perdants, je ne suis pas certaine forcément. On pointe du doigt certaines sociétés, certains secteurs. Téléperformance, la pauvre, je ne vais pas appuyer là où ça fait mal, mais elle était citée. D'autres secteurs comme les publicitaires. Pas plus tard qu'hier, le management de Publicis disait qu'il voyait plus d'opportunités que de menaces. Et il y a eu pas mal de roadshows, notamment d'analystes ces derniers temps. Et effectivement, un des mots, alors bien sûr que c'est un mot qui est à la mode, l'AI, mais ça a été énormément cité, abordé dans les plans d'investissement, expliqué qu'ils étaient déjà en train d'appliquer ça à leur business model, et ça pour différents secteurs. Donc ça prendra du temps, sauf qu'aujourd'hui le marché se focalise sur les gagnants de tout de suite maintenant. On veut du court terme, donc le court terme c'est la tech pour l'instant, mais ce sera diffusé à toute l'économie. C'est ce qu'on voit, le plus. La hausse de Nvidia, c'est ce qu'on voit le plus, mais vous avez raison de le dire. Téléperformance, Capgemini, c'est des boîtes qui souffrent en bourse depuis des mois, même Publicis. Plus le thème IA monte avec le battage médiatique qui va avec, plus ces cours de bourse sont attaqués. On est dans l'anticipation. Et oui, le marché se dit, avant d'en profiter, vous allez sans doute en souffrir, d'une certaine manière. Voilà, c'est un petit peu la décote à celui qui n'a pas investi suffisamment tôt. Ouais.
C'est comment le thème va se propager. Oui, ça m'intéresse. Alors, je raconte l'anecdote, elle est publique. C'est Cathie Wood, patronne emblématique de ARC Innovation, notamment un des fonds qu'elle gère chez ARC. Alors, pourtant, très pro-disruption, très à la recherche justement de la prochaine grosse affaire, le next big thing, etc. Donc, investi dans Nvidia, évidemment, pendant des mois, des trimestres, peut-être même des années. Et fin janvier, elle coupe toute sa position Nvidia avant que le titre Nvidia double en quelques mois. Dont acte. Mais son argument a été de dire... Moi, je suis sorti de Nvidia parce que le moment hard tech de l'IA a été joué et moi, je bascule sur les softwares maintenant. C'est ça le next big thing pour moi. Dans l'IA, c'est la partie logicielle. Il faut les deux. Oui. Vous voulez dire qu'elle n'était pas obligée de couper tout Nvidia pour jouer des softwares. D'accord. C'est bien, la gestion d'un portefeuille. Après, elle a peut-être de l'AMD ou je ne sais pas. Mais il y a toute la chaîne de valeur. Et évidemment, la partie software est énorme. Nous, on a renforcé Adobe, d'ailleurs, il y a peu de temps. On en avait, mais on a renforcé. Parce qu'en plus, c'était encore, je dirais, la valorisation. Et le cours de bourse est soutenu par ce thème de l'IA. Encore une fois, parce que moi, je suis Capgemini en France. C'est une histoire particulière. En plus, le titre avait été massacré suite à l'acquisition qu'ils avaient faite il y a un an, qui a été annoncée, qui a été... et donc, c'est des histoires comme ça. Chaque entreprise a son histoire. Et comment ça va se propager? Mais c'est là où ça va être intéressant, c'est que c'est l'exécution dans toutes les sociétés. Qu'est-ce qui va se faire? Et la qualité de l'exécution, de la stratégie. Et c'est ça, nous, notre métier, c'est de valider et d'essayer d'apprécier et de comprendre cette qualité d'exécution qui peut être créatrice de valeur pour l'actionnaire. Donc, c'est bien, ça nous rajoute un sujet. Mais c'est vrai que les softwares, oui, c'est hyper pertinent, c'est très important. Ça fait partie de toute la chaîne de valeur. Mais les softwares, si on prend par exemple la cybersécurité, c'est assez... on peut l'analyser des deux côtés. C'est-à-dire qu'avec l'IA, il est fort probable que vous aurez plus d'attaques cyber. Parce que l'IA va être au service des hackers, quelque part. Oui, il ne faut pas négliger la dimension militaire qu'il va y avoir, effectivement, Et en même temps, les cybersecurity software, les sociétés de cybersécurité, elles déploient déjà, de toute façon, on en parlait, de l'intelligence artificielle, du machine learning, pour comprendre l'analyse de data. C'est ça, il ne faut pas l'oublier, il faut revenir à cette analyse de data. Et pourquoi parce que c'est énorme, entre ChatGPT 3 et 4, c'est 5 fois plus de data analysée. Donc, même si après, il y aura un effet récurrent et donc moins demandeur. Mais voilà. Donc, c'est tout ça qu'il va falloir analyser. Et pour toutes, on n'a pas parlé de l'éducation, par exemple. L'éducation. Moi, j'ai vu des boîtes de tech se faire détruire sur l'IA. Pour l'instant, on est dans ce moment-là, quand même. Parce que le marché, Grégoire, il a toujours une première lecture un peu extrême. Voilà. Dans un sens et dans l'autre, d'ailleurs. Et donc, à massacrer, à se dire c'est tout l'un ou tout l'autre, c'est ça, c'est ce que disait Sandra, c'est un peu noir et blanc. Puis après, les choses, il y aura toute la panoplie de couleurs. Et vous aurez du rouge au vert, si je peux me dire. C'est intéressant, mais parce qu'on voit bien la logique de marché. Je ne sais pas si elle sera validée ou pas, mais il y a les gagnants immédiats, et puis il y a ceux qui gagneront peut-être un jour, mais dont on pense qu'ils vont d'abord souffrir. C'est toujours comme ça, le marché. C'est toujours à l'extrême, et puis après, il y a le juge de paix, et le juge de paix, c'est la qualité des résultats. Voilà. Donc, et puis la préparation des groupes et des managements à ce genre de vague qui peut effectivement renverser ou faire évoluer vite les modèles d'affaires de ces entreprises. Oui, sur le déroulement de ce thème, effectivement, on voit des gagnants, on voit aussi des perdants. Est-ce que ça va soulever des questionnements avec la lecture ESG très répandue aujourd'hui chez les analystes, chez les investisseurs dans le marché et question très ouverte et même naïve. Je n'ai pas de questions ESG spécifiques autour de l'IA, mais je ne doute pas que l'ESG va... Ben oui, mais forcément, ça va... Il y aura des questionnements sous l'angle ESG vis-à-vis de cette technologie et de ses conséquences. Bien sûr. Non, mais d'abord, en toute humilité, moi, je ne suis pas du tout un expert de l'IA. Et honnêtement, je pense, comme tout à chacun, je trouve les problématiques que ça soulève
complètement vertigineuse. Et effectivement, c'est intéressant de voir que c'est à ce point vertigineux que, pour le coup, même les entreprises les plus en pointe et qui investissent le plus se disent attention, où est-ce qu'on est en train de mettre les pieds, est-ce qu'il faut faire pause, est-ce qu'il faut réguler, etc. Donc, on ne sait pas où on en est. Voilà. Donc, je pense que, en toute humilité, si je devais dire quelque chose de très banal, on est probablement au début de quelque chose de majeur qui va avoir des implications extrêmement fortes et dans lequel beaucoup d'entreprises vont investir, donc la partie gagnant. Quelles sont les implications de ça? Quelles sont les remises en cause, les métiers qui vont être remis en cause, etc. Honnêtement, moi je ne sais pas du tout. Je sais pas du tout. Par contre, oui, on sait que ça va avoir des implications très fortes. Donc ça va être un thème extrêmement structurant et puissant. Et partant de là, encore une fois, je me dis, c'est clairement un sujet dans lequel il faut savoir investir sans trop se poser la question de comment on va s'en protéger, comment on va la réguler, comment on va, etc. Parce que de toute façon, ça va être un sujet phare et un sujet majeur. Il me semble-t-il, un des sujets ESG, bien sûr, qui sera clé là-dedans, ce sera les modifications de l'emploi et le sujet des connaissances. C'est-à-dire, finalement, on se dit, on a passé beaucoup... Nous, on lui disait le métier d'avenir, c'est codeur. Enfin, même encore il n'y a pas longtemps, il faut savoir coder. Aujourd'hui, il faudra apprendre à la machine à coder, mais il faudra probablement plus coder. Donc le métier clé, là, je me regarde mes enfants et je me dis peut-être que le truc à leur apprendre, c'est la philosophie, c'est l'éthique, c'est la culture générale, plutôt que des métiers ultra techniques, parce qu'in fine, il faudra avoir du recul et on lui demande quoi à l'IA? On lui demande de chercher quoi et voilà. Et je trouve que c'est pour ça que c'est vertigineux. Finalement, ça pose la question de se dire est-ce qu'on va rentrer dans une espèce de société postmoderne, romaine, où on aura tous déshumanisé. C'est le thème de la déshumanisation, c'est un thème de marché aujourd'hui. On sera dans du loisir, etc. Mais en règle générale, ça finit mal. L'oisiveté dans les civilisations, ça finit très mal. Donc je trouve ça vertigineux. Autant enthousiasmant qu'inquiétant. Je serais bien en peine de dire quels vont être les perdants et qu'est-ce que ça va transformer, mais est-ce que c'est un thème d'investissement important et ça aura des implications fortes et importantes? Oui, clairement. Est-ce qu'on peut imaginer, et c'est ce qu'on disait un peu tout à l'heure, la période un peu Far West, Internet, a conduit effectivement à un essor spectaculaire avec des entreprises de taille équivalente à celle des États aujourd'hui, dont on voit bien qu'on a beaucoup de mal à réguler. C'est-à-dire quand la boîte fait 2000 milliards, 3000 milliards de market cap, a une empreinte mondiale gigantesque, plus puissante que celle des États majeurs, ça devient compliqué de réguler à ce stade-là. Est-ce qu'on peut imaginer que la fonction de réaction des régulateurs va être beaucoup plus rapide, qu'on va essayer de mettre en place un cadre, une ligne de conduite assez vite sur ces sujets-là? Je suis peut-être un peu... je ne veux pas avoir l'air complotiste, mais moi, je me dis, quand les GAFA commencent à se dire qu'il faudrait qu'on régule, c'est peut-être qu'elles se disent... Ce sujet-là peut être autant une menace pour nous qu'une opportunité. C'est-à-dire autant les modèles Internet tels qu'on les a connus, c'était un petit côté winner takes all, plus j'ai un réseau social où tout le monde est dessus, plus ça a de valeur pour la pub, etc. Et donc ça avait un effet d'entraînement extrêmement important, un moteur de recherche. Donc tout le monde faisait la même chose, donc le winner takes all, c'était fort. Est-ce que l'IA... Donc finalement, c'est pour ça que c'est plutôt intéressant d'investir sur les infrastructures et la production, mais si l'IA se développe, honnêtement... on pourrait se dire, c'est aussi une menace pour tous ces écosystèmes. Qui est sûr de son modèle d'affaires face à une émergence et un essor de l'IA, bien sûr. Donc, je trouve que, attention, on a calqué un peu le raisonnement un peu facile, winner takes all, parce qu'on a eu ce sujet de la tech sur lequel ça s'est passé. Je l'ai déjà dit à propos du sujet de la transition énergétique, des modèles de développement. Je pense que pour l'IA, c'est pareil. Il n'est pas du tout dit qu'à la fin, en termes d'applications et d'entreprises qui sauront tirer parti des développements de l'IA, on est quelque chose de aussi oligopolistique qu'on a eu avec les GAFAM. Donc voilà, encore une fois, je redis mon ignorance totale. Clairement, ça va être un sujet d'investissement majeur sur lequel il y aura des besoins d'investissement en infrastructure, en semi-conducteurs extrêmement importants. Donc il faut être présent sur ce thème-là. Je ne me dirais pas pour autant, c'est sûr, les positions acquises de qui que ce soit ne seront pas remises en cause. Donc c'est un thème qui sera important à surveiller dans les années à venir.
et qui va être passionnant à suivre de ce point de vue-là, forcément. C'est quoi, du coup, concrètement, Sandra, là, le panier IA spécifique dans un portefeuille, là, c'est quoi les valeurs avec lesquelles on est à l'aise, sachant que le boom, le marché, effectivement, seul le marché boursier peut nous générer un enthousiasme aussi fort, aussi rapide, etc. Donc, on se pose toujours la question, même si le thème est puissant et de long terme, on se demande toujours si beaucoup ou tout n'a pas été joué déjà là en quelques semaines ou quelques mois. C'est pas parce qu'on a fait un plus haut historique qu'on peut pas aller encore plus haut. Hein. Ah bah non, mais les records sont faits pour être battus. Dans les valeurs, là, pour l'instant, c'est essentiellement tech de toute façon. Côté US, Nvidia, Microsoft. Ouais. Si on en a, on touche pas. Ouais. Non, mais oui. En termes de risk management, c'est la meilleure décision à prendre. On s'endort avec. On parlera peut-être du cas Apple un peu plus tard, mais Apple plus haut historique, moi je vois une poursuite de la hausse, donc Apple c'est un peu mixte, mais voilà. Les Adobe sont aussi très intéressantes. Dans les européennes, ASML, leader incontesté, qui est l'AI ou pas l'AI, 3 ans de carnet de commandes, il y a un peu de bis-bis géopolitique, ça tangue un peu, mais... Pour moi, il n'y a pas de sujet. Bézi, ça peut être aussi une histoire intéressante. On est déjà plutôt bien parti. Voilà. Puis quelques GAFAM, mais oui, non, bon. Celle qui cristallise un petit peu tout ça, c'est les noms que je viens de citer. Apple, oui, si, font dire un mot. Donc c'est quoi ? Oui, alors vas-y, Virginie. Ce que disait Hervé, c'est sur la régulation. Apple, ça a été le premier à s'autoréguler. Puisqu'il y a plus d'un an, c'est eux qui ont déjà dit c'est plus possible de traquer. Et qui a mis dans la problématique sur la privacy, la question des données. Et d'autres. Et donc c'est clair qu'eux, ils sont des acteurs. Ils ont un parti pris historique sur ces questions de données. Oui. Et je pense que la question safety, aujourd'hui, n'est plus à opposer à la question de la profitabilité. On a changé de paradigme. Et c'est plutôt bien. Bon, voilà. Donc je le vois plutôt comme un point positif. Mais oui, c'est eux qui vont être, évidemment, qui sont au cœur du sujet. Parce qu'il ne faut pas oublier, l'IA générative, il faut du data. Il faut de la data. Et qui a le plus de data ? Donc ça, c'est clair qu'ils ne peuvent pas être écartés. Après, de toute façon, la bourse et les winners de demain, c'est bien que ça se réinvente. Là, en l'occurrence, on parle d'un peu des mêmes. Nvidia a peut-être une histoire un peu plus récente, mais c'est ça qui est intéressant, c'est que je trouve que la taille de ces groupes, le risque, la capacité d'investissement de R&D, non mais ce que je veux dire, c'est qu'on les retrouve en leader sur cette évolution et cette capacité de recherche et de financement qui est absolument incroyable. Enfin, il y a un mois ou 2 mois, on disait attention, dans le nouveau cycle, les gagnants d'hier ne seront pas les gagnants du nouveau cycle, forcément. Beaucoup de gens. Mais il n'y a pas que les GAFAM sur l'IA. Non, il n'y a pas que les GAFAM. Non, il y a plein de gens. Oui, je suis d'accord. Mais boursièrement, c'est quand même là où le plus de valeur a été créé. Oui, parce qu'il y avait un stock déjà. Visiblement, en tout cas. Bien sûr. Quand on pâtait de 800 milliards à 1200 milliards, ça fait 400 milliards de plus. Donc elles sont installées, donc il y a aussi ce côté un peu plus défensif. Oui. Ce sont des mastodontes. Ça rassure. Une petite boîte inconnue au bataillon qui se lancerait. Je sais pas, avec d'autres thèmes, on n'avait pas ces pudeurs. Je veux dire, le nombre de boîtes, zéro profit, zéro chiffre d'affaires qu'on a vu exploser. Bon. Mais je pense que c'est quand même une thématique, un truc, mais il y a un risque. Ils ont des valorisations qui restent aussi en plus. Correct. Oui, correct. Je pense que je vais re-investiguer ça parce qu'il faudra qu'on en reparle. Je pense que oui. Mais je pense que c'est intéressant, c'est de voir, c'est de regarder le modèle de gouvernance de la société mère de ChatGPT. OpenAI, qui est une gouvernance d'ailleurs qui a sorti Elon Musk, qui était un historique dedans, qui a plafonné les rendements autour de ses actionnaires, qui a inscrit dans ses statuts qu'il fallait que ce soit outsourcé, etc. Donc, et ça, c'est un acteur, s'il y a un des acteurs qui a explosé, bien sûr. c'est OpenAI. Et donc,
que va devenir OpenAI. Donc, c'est pour ça que je reviens. Je dis pas que c'est pur du cynisme, et justement, je ne vais pas tomber dans du complotisme. Je dis quand même, les GAFA, sur ce sujet-là... Qu'ils acceptent l'idée de la régulation aussi vite, ça nous dit quelque chose. Ça nous dit quelque chose. Il est aussi en train de se passer quelque chose en dehors des GAFA, qui est effectivement, immédiatement, on se dit, ils ont des positions, ils ont une capacité d'investissement, et ils peuvent en tirer des opportunités, mais on va probablement, sur ce thème de l'intelligence artificielle, voir des acteurs type OpenAI venir et peut-être tailler des croupières aux GAFA qu'on voit pas. Et d'ailleurs, en première intention, je me souviens très bien des discussions sur Google, leader absolu de la recherche Internet. Attention, ça va rebattre les cartes, l'outil génératif va rebattre les cartes. On reparlait de Bing, enfin des moteurs de recherche que tout le monde avait oublié, tout peut se réinventer. Et donc on se disait, mince, est-ce que Google va pas se faire squeezer sur cette rente absolue du moteur de recherche, quoi. Et pareil, quand je vois Elon Musk, qui est quand même pas le chantre de la régulation, etc. Oui. Met tout en pause. Oui, parce qu'il n'avait pas lancé sa boîte encore. C'était le temps de lancer sa start-up. C'est vraiment parce que c'est un sujet pour l'humanité. De l'IA à l'informatique spatiale, donc, c'est le nouveau pari d'Apple avec ce casque Vision Pro, sachant qu'Apple a toujours à peu près réussi à générer des succès sur ce type de produit, là où d'autres s'étaient déjà cassé les dents. Oui. Alors, donc c'est d'ailleurs pas un casque. Hein. Ils disent que c'est pas un casque. C'est spatial. C'est une plateforme. C'est une plateforme computer spatial, effectivement. Et donc, alors le hardware, enfin le produit tel qu'il a été présenté, on a un effet waouh quand même. Parce ça que ressemble à un casque quand même. Hein. Oui, bien sûr. Oui. Non, ce qui est étonnant, c'est que en fait, on superpose la virtualité au monde réel. Et ça, c'est quand même assez étonnant. Et il n'y a plus les joysticks où on ne sait pas où est-ce qu'on doit appuyer sur quel bouton. C'est les doigts, c'est les yeux, c'est le tracking. Donc ça, c'est quand même des innovations technologiques. Il faudra voir. Bon. Mais je pense que ce qu'il faut retenir, c'est, il l'a dit, ces plateformes, ça a été présenté à une conférence dédiée aux développeurs. C'est donc le coup d'envoi. Il leur donne le produit. Et ça, c'est le savoir-faire d'Apple. Le savoir-faire d'Apple, contrairement à Meta, c'est que Meta n'a pas les mêmes relations avec les développeurs. Non. Et voilà. Et donc, c'est ça qui est fantastique. Et souvenez-vous du premier smartphone d'Apple, l'iPhone, il n'avait pas du tout les mêmes fonctionnalités, ça s'est enrichi après. Donc, c'est ça, le savoir-faire d'Apple, c'est de présenter effectivement un produit sur lequel peut se développer un écosystème, ça c'est malin, et ils savent faire, et ils ont la communauté. Donc, mais ils n'apportent pas eux-mêmes l'application qui tue tout, quoi. C'est-à-dire c'est charge aux développeurs d'apporter la killer app qui va déclencher l'engouement le plus large possible pour ce produit. Toujours été un écosystème entre Apple, les développeurs et évidemment les clients d'Apple. Et ça, c'est très important. Et sur le prix qui est très décrié, moi, ça m'a fait un petit peu sourire parce que j'ai connu effectivement le lancement, je travaillais déjà, et je me souviens que le premier smartphone à $500 en 2007, c'était seulement 500 le premier iPhone, $499. Et tout le monde disait c'est pas pour moi, trop cher, trop cher. Alors là, non. Et souvenez-vous après, souvenez-vous de ce qu'on a dit sur les AirPods. C'est quoi ces trucs avec les trucs blancs? Et c'était rigolo d'ailleurs, tous les dessins un petit peu humoristiques. Et on en vend 50 millions par an. C'est la force d'Apple, en fait, c'est d'avoir une clientèle fidèle et captive. Donc, voilà. Moi, j'attends 6-7 mois, c'est ça, 6-7 mois de lancement. Tout à fait. De toute façon, c'est pas un produit qui sort. Mais non, mais c'est malin. Le timing aussi est malin. C'est un accessoire qui permet aussi de rendre accessible l'AI. Et pour avoir vu effectivement les vidéos de lancement, etc., c'est quand même assez prometteur. Et puis voilà, Apple, c'est une force commerciale qui est impressionnante. On va parler un petit peu de valo, effectivement, mais c'est un PEA 30. C'est pas dingue, c'est un peu au-dessus de... avec un cash monstrueux, hein, c'est ça. Avec un cash monstrueux. Et puis je regarde un petit peu, pour me faire plaisir, je regarde un petit peu toutes les performances du titre Apple après avoir inscrit des plus hauts historiques. Je vous donne juste la moyenne 6 mois, mais je les ai sur à peu près une trentaine d'années. On est à 25% de hausse à 6 mois quand on tape un plus haut historique. Voilà.
On le rappelle, c'est le principe du momentum. C'est vrai que ça fait peur, les sommets historiques, etc. Mais statistiquement, il y a toujours plus de chances que les records soient battus, que ce soit le début de la grande dégringolade. Donc ceux qui n'ont pas d'Apple, il est encore temps d'acheter de l'Apple. Et puis dans 6-7 mois, le fameux casque, voilà, on perd de lunettes. Ça faisait longtemps qu'ils n'étaient pas revenus avec un produit, une ligne de produits comme ça. Ils prennent du temps. Oui. Ouais, ça aussi. Mais je suis sûre que le succès commercial... Et je pense que le sujet sur 2024, ça ne sera pas le nombre de casques. C'est pas leur sujet. C'est pas ça qui va les nombre de casques qui vont... comment le qualifier qui vont vendre. C'est pas ça. C'est vraiment... Là, c'est le développement. Et on est presque encore dans une version, je pense, bêta. Ouais, c'est ça. Donc, on verra. Et ça sera... Ils viennent plus tôt que d'habitude sur le marché avec ce produit. Par rapport aux autres produits, qui étaient d'ailleurs disponibles commercialement le lendemain de la keynote. Oui. Non mais voilà. C'est ça. C'est ce que je veux dire. Le produit, voilà, la keynote commerciale entre guillemets, le produit. Dans le cycle de vie et de commercialisation, là, c'est vraiment pour les développeurs et pour nous faire rêver. On s'arrêtera sur ce rêve d'Apple et du Vision Pro. Merci à vous trois d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Virginie Robert, Constance Associée, Sandra Serva, Porzampar et Hervé Guez, Mirova, qui étaient les invités de Planète Marché. Le dernier quart d'heure de Smartbourg. Chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir va nous amener à faire un premier bilan de la saison des assemblées générales, saison qui commence à toucher à sa fin. L'idée étant de décrypter un petit peu les sujets de conversation qui ont émergé de ces moments de démocratie actionnariale entre les actionnaires, les investisseurs professionnels ou non d'ailleurs, et les managements des entreprises concernées. C'est Anne-Cécile Gaillard qui est avec nous, l'invitée de ce quart d'heure thématique, présidente fondatrice de Médicis. Bonsoir Anne-Cécile. Bonsoir Grégoire. Merci beaucoup d'être là. Un mot de Médicis et d'ailleurs de la définition que vous donnez à votre métier, Anne-Cécile. Oui, alors Médicis est un cabinet de conseil qui intervient sur les problématiques activistes d'une façon générale. Activistes vu au sens très large, c'est-à-dire que ça peut être des conflits de gouvernance, des investisseurs activistes, mais aussi de l'activisme des parties prenantes, qui est un phénomène émergent cette année. Je pense qu'on va en reparler. Et oui, j'ai appelé ça activisme et démocratie actionnariale. Je sais que le terme d'activisme est parfois trop connoté pour que les investisseurs décident de l'endosser volontairement. Moi, je les pousse à endosser le terme d'activisme qui peut être vu de manière très positive également, mais je crois qu'il y a une connotation anglo-saxonne notamment qui pèse un peu. Et donc, les investisseurs parlent généralement d'engagement. Je voulais qu'on fasse un premier bilan de la saison des AG. Donc, vous suivez de très près ces moments de démocratie actionnariale avec la question de la gouvernance et de l'activisme. De manière un peu globale, quels sont les enseignements que vous retirez? Alors, en termes de tendance, de sujets ou de nouveaux sujets dans les conversations qui ont pu émerger entre les actionnaires et les managements. Et puis, est-ce qu'on peut mesurer aussi un peu le niveau d'engagement, le niveau d'activisme qu'on observe aujourd'hui en 2023 à travers ces moments de démocratie actionnariale? Alors, je vais commencer par la deuxième question. Sur le fait de mesurer le niveau d'activisme, c'est toujours un petit peu compliqué parce qu'il y a énormément d'activisme qui se déroule en coulisses. C'est d'ailleurs le propre de l'activisme, c'est de toujours commencer en coulisses. Et souvent, ce qu'on voit n'est que la partie immergée de l'iceberg. Et par conséquent, il est assez difficile de le mesurer. Ce qu'on voit cette année, très clairement, c'est une émergence vraiment, une montée en puissance très forte des discussions qui sont liées au climat, aux revendications climatiques, qui ont même éclipsé celle de la rémunération des grands patrons, qui était auparavant vraiment la pierre d'achoppement qu'on retrouvait en Assemblée générale, et celle de la stratégie aussi également, qui devient presque accessoire, ou alors qui se refocalise sur les questions climat. Ça, on le voit très clairement, et ça pousse justement à des modalités d'engagement actionnariaux qui sont différents, puisque on voit les investisseurs qui se regroupent désormais en coalition actionnariale pour essayer de pousser des sujets qu'ils n'arrivaient pas à pousser en étant de simples investisseurs institutionnels avec une petite participation. Le climat, effectivement, c'est le sujet clé. Il
il n'y en a pas d'autres. Enfin, je veux dire, c'est à ce stade 2023, c'est vraiment le point majeur des conversations ou des engagements que les investisseurs veulent avoir avec les entreprises. À mon sens, c'est un point de basculement. Je dirais climat. Alors on peut peut-être élargir aux critères ESG en général, mais s'entend que le climat finalement c'est central aussi parce que ça questionne, je dirais, les 3 axes clés de ce qu'on demande à une entreprise. Je veux dire, au-delà de créer de la valeur actionnariale, c'est finalement d'avoir une vision stratégique d'une part, d'autre part d'avoir un dialogue fluide avec ses parties prenantes et ensuite d'être aligné, d'avoir un alignement entre son discours et ses actions. Et la question du climat finalement, elle interroge ces 3 axes et donc quelque part elle devient centrale. Bien sûr, on a toujours des questions sur la stratégie, on a toujours des questions sur la gouvernance, on le voit avec par exemple, alors elle n'a pas encore eu lieu, mais l'Assemblée Générale d'Atos et les demandes de Sycomore. Donc, bien sûr, ces questions existent toujours. Néanmoins, ce qu'on retient vraiment de 2023, c'est cette focalisation sur la question du climat, très clairement. Et d'ailleurs, on parle de stratégie climat des entreprises. Oui, exactement. Ça. Le sujet, c'est la stratégie climat. Il y a bien la notion de stratégie, effectivement, qui est mise en avant derrière ces questions climatiques. Oui, tout à fait, parce que derrière la question de la stratégie climat se décline aussi la question de la transparence, de la communication de l'entreprise avec ses parties prenantes. Et ce qu'on constate aussi parfois, c'est que la question du climat, c'est parfois aussi un fauné pour pousser d'autres questions, mais comme l'a été la gouvernance par le passé ou même encore aujourd'hui. Donc finalement, c'est aussi une façon pour certains acteurs de trouver un écho médiatique ou un écho qui est relayé par d'autres parties prenantes, par exemple les ONG, et qui leur permet eux-mêmes de pousser un discours qui auparavant était relativement inaudible. Si on se place dans la sphère française, donc je crois qu'à ce stade, l'Assemblée générale annuelle de Total Énergie reste l'assemblée qui fait le plus de bruit. Oui. Alors pour énormément de raisons, pour tout ce qu'on fait porter à Total Énergie, pour le symbole que Total représente, etc. Et aussi pour les enjeux évidemment climatiques d'une entreprise qui intervient dans un secteur oil and gas. Historiquement, en tout cas, ça reste le métier historique de Total Énergie jusqu'à preuve du contraire. C'est justement, Total Énergie, ça a valeur d'exemple pour d'autres entreprises, d'autres assemblées générales. C'est-à-dire que derrière l'arbre Total Énergie, est-ce qu'il y a une forêt effectivement grandissante d'AG dans lesquelles on discute des stratégies climat, dans lesquelles on peut atteindre peut-être un niveau d'escalade et de tension aussi importante que celle qu'on observe chez Total Énergie, ou est-ce que c'est une exception, toujours utile peut-être dans le débat public, mais une exception dans le monde de l'activisme aujourd'hui? Je pense que c'est un précurseur à ce stade parce que finalement ce qui se passe chez Total Énergie peut tout à fait se répliquer à d'autres sociétés. Toutes les sociétés actuelles ont un modèle économique, une stratégie, un business model qui est appelé à se réinventer avec les nouvelles contraintes, d'une part les nouvelles contraintes extra-financières qui leur sont imposées et d'autre part tout simplement la façon dont évolue le marché. Alors c'est vrai que pour des sociétés comme Total Énergie, pour tout un tas de raisons, c'est beaucoup plus prégnant et donc c'est quelque part un groupe qui focalise, qui cristallise plutôt les activismes. Je trouve que ce qu'on voit chez Total Énergie, on le voit également chez d'autres, à savoir d'une part donc ces fameuses coalitions d'actionnaires qui essayent de pousser des résolutions climat auprès du board et en assemblée générale. On l'a vu chez Engie aussi, mais on en a beaucoup moins parlé, on le voit chez d'autres. D'autre part, l'émergence d'un acteur un petit peu hybride entre l'ONG et l'actionnaire activiste. Donc, dans le cas de Total, c'est l'ONG néerlandaise Follosis, mais il y a d'autres types d'actionnaires de ce type. On voit par exemple Share Action, qui a, alors c'est pas en France, mais qui a, avant l'Assemblée générale de Nestlé, émis des revendications sur la qualité nutritionnelle des produits proposés, des produits alimentaires proposés par Nestlé. Donc, ce type de nouvel acteur. Et par ailleurs, ce que je trouve très intéressant avec Total, c'est que finalement, on voit qu'il y a aussi une forme de capillarité des activismes autour de toutes les parties prenantes de Total. On le voit avec les actionnaires de Total Énergie qui ont été directement ciblés lors de leurs assemblées générales, Amundi, BNP Paribas, Société Générale, et également à titre de financeurs des projets de Total. Et donc, je pense que ça, c'est quelque chose de totalement nouveau. Ouais. C'est très cohérent en fait. Hein. Oui, totalement. L'actionnaire professionnel, investisseur ou gestionnaire d'actifs dont c'est le métier,
se retrouve lui-même soumis à cette pression de la part de son actionnariat. On le voit avec BNP qui, quelques jours avant son Assemblée Générale, annonce cesser le financement de nouveaux projets pétroliers et gaziers et qui a lui-même été la cible d'une action en justice au nom du devoir de vigilance par à peu près les mêmes acteurs qui avaient ciblé Total auparavant. Donc on voit vraiment cette capillarité et ça peut même aller un cran plus loin. Alors c'est pas encore le cas, mais par exemple le gestionnaire d'actifs BlackRock fait lui-même l'objet d'une attaque activiste du fonds Bluebell et d'autres acteurs donc, au titre de son hypocrisie ESG et d'autres acteurs comme par exemple TCI avaient déjà dénoncé cette même hypocrisie ESG. Donc pour moi, c'est vraiment un changement de paradigme aujourd'hui. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut dire de ces coalitions, alors qui sont plus juste des coalitions d'actionnaires, mais des coalitions de parties prenantes, parfois emmenées par des ONG Comment vous comprenez effectivement ce nouveau mode de coalition? Quel est l'intérêt qu'un investisseur ou gestionnaire d'actifs pour le compte de ses clients, qui est un acteur financier quand même au départ, quel intérêt ces acteurs-là trouvent dans ces coalitions emmenées par des ONG? Ça leur permet d'asseoir encore un peu plus leur crédibilité, la crédibilité de leur engagement. Ils ont besoin de ça. Comment ça se forme en fait ces groupes d'actionnaires? Je pense qu'en fait il y a un jeu de légitimation croisée. D'un côté, alors du côté des ONG, des acteurs associatifs, ça leur permet de trouver un levier d'action pour dialoguer avec les entreprises, autre que les actions en justice. Et du côté des investisseurs, je dirais qu'il y a plusieurs canaux. Le premier, c'est qu'effectivement ça légitime leur action et ça leur permet aussi d'avoir un écho médiatique auquel ils n'ont pas nécessairement accès. Si vous prenez séparément les investisseurs qui composent la coalition Total, ils n'auraient jamais eu l'écho qu'ils ont eu en faisant partie de cette coalition. Ensuite, ça permet quand même aussi l'échange d'informations et de décryptage différents. Je pense qu'aujourd'hui, un des points qui manque peut-être un petit peu dans l'écosystème financier, c'est justement cette capacité à prendre en compte les environnements et les parties prenantes dans leur globalité et de sortir un petit peu de la grille de lecture purement financière ou alors purement critères ESG qu'on a et de comprendre qu'une association, par exemple, ou une ONG, quand elle va lancer une action en justice, elle va avoir un agenda, un calendrier, elle va elle-même essayer de pousser certains messages de la même façon que le ferait un actionnaire. Et donc je pense que quelque part, on a une convergence entre ces différents écosystèmes qui auparavant ne dialoguaient pas entre eux et ça crée une émulation et pour l'instant ça permet vraiment d'avoir un levier d'action sur les sociétés ciblées. On est encore dans un moment où une stratégie d'escalade de la tension, ou est-ce que du point de vue des entreprises, du point de vue des managements, des conseils, il y a la prise en compte de ce changement de paradigme que vous décrivez, Anne-Cécile, avec l'idée peut-être que plutôt que d'attendre le moment de l'AG pour cristalliser toute la tension qui peut s'exprimer à ce moment-là, plutôt que d'attendre ce moment, travaillons un peu en amont, essayons de déminer le terrain, déminer les sujets. Est-ce que c'est quelque chose qui entre dans les mœurs du point de vue des émetteurs, des entreprises là? Je pense que du point de vue des émetteurs, ça dépend des émetteurs. Je pense quand même que la prise de conscience n'est pas encore faite au sens où on parle d'un phénomène qui est naissant, qu'on ne comprend pas encore totalement. Ça fait une paire d'années peut-être qu'on voit apparaître ces nouveaux phénomènes. Alors moi je ferais remonter ça à TCI et Vinci en 2020 qui avait déposé la première résolution climatique chez Vinci en 2020. Mais effectivement ça fait quelques années, c'est quelque chose de très récent. Je pense que le fait de quelque part tirer un lien entre la sphère ONG, la sphère investisseur, ça rentre pas nécessairement dans le logiciel des émetteurs. Et je ne crois pas nécessairement qu'il y ait une prise de conscience sur, d'une part, la nécessité de décryptage qu'il y a à comprendre le positionnement, l'agenda des parties prenantes, et d'autre part, à engager un dialogue et à aligner une communication avec ces parties prenantes-là. Je crois qu'on l'a vu avec BNP Paribas, par exemple, en Assemblée Générale. On a eu Scientist Rebellion qui a fait passer un message sur BNP Paribas et qui annonçait le fait qu'ils avaient envoyé un courrier à BNP Paribas auquel BNP Paribas n'avait jamais répondu. Je pense que ça, typiquement, c'est quelque chose
une compréhension fine de l'écosystème devrait permettre d'éviter ce genre de... quiproquo. Oui, exactement. Pour dire les choses. Oui. Je comprends. Ouais. Bon, mais c'est processus en cours, mais il y a un vrai changement, effectivement, dans la relation, l'engagement, l'activisme et la conversation que ça peut générer entre les actionnaires et les émetteurs. Mais vous savez, c'est comme quand l'activisme actionnarial a refait son émergence en France dans les années autour de 2015. Il n'y avait pas forcément de compréhension ni de prise de conscience du point de vue des émetteurs à ce moment-là. Donc là, on assiste à peu près à quelque chose de similaire. C'est naturel. Merci beaucoup Anne-Cécile, merci pour ce décryptage, cet éclairage et sur le changement de paradigme. Je reprends vos termes en matière d'activisme, d'engagement, de démocratie actionnariale, du fonctionnement de la démocratie actionnariale à travers la saison des assemblées générales. Toujours en cours, vous l'avez signalé, une assemblée qui sera suivie, c'est celle d'Atos le 28 juin prochain, si je ne dis pas de bêtises. Anne-Cécile Gaillard qui est avec nous dans ce quart d'heure thématique, présidente fondatrice de Médicis. Voilà pour cette édition Smart Bourse, on se retrouve demain à 12h30 en direct sur Bismart.